Caramel. 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 Voilà un été que l'on n'est pas prêt d'oublier. Incendie tous azimuts en France, en Espagne, en Algérie, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Suède, aux États-Unis. Inondations au Pakistan, en Chine, au Japon, en Australie. Sécheresse un peu partout en Europe, en Afrique, en Inde. Et puis un emballement énergétique dans toute l'Europe. Une crise russo-ukrainienne qui n'en finit pas de finir. Peur du nucléaire, population au bord de la crise de nerfs. Appel à la sobriété, à la retenue pour certains et super profit pour d'autres. Sentiment persistant d'être toujours pris pour un jambon. Un président qui, dès qu'il voit un jet ski, se précipite dessus. Et puis, un matin, sur le net, tombé sur un débat de 1974 en présence de René Dumont, candidat écologiste à la présidentielle française de la même année, entendre le scientifique dénoncer un capitalisme agressif, prôner l'aide au développement rural des pays pauvres, avertir contre la prochaine raréfaction des ressources en eau et se dire que décidément tout avait été annoncé il y a déjà 50 ans, bande d'imbéciles que nous sommes. Allez, bonne rentrée à tous. Néanmoins, salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 34, réalisé ce soir par Marc Lazaro. Aujourd'hui, on parle des 20 ans du collectif de musiciens Freddy Moraison. On discute du prochain festival Donkey Stock qui se déroulera les 6, 7 et 8 octobre prochains à Tille, à côté de Grenade. Et puis, de son côté, Gaël Cérez, rédacteur en chef de l'édition toulousaine du média en ligne Médiacité, nous parlera de la pénurie de médecins à Toulouse, tandis que si l'on arrive à le joindre au téléphone, notre bon professeur Thibault évoquera le prochain festival Cinespania. Et puis Jean-Pierre Lérac, mon complice de toujours, sera dans ce studio pour nous accompagner, comme il le fait assez régulièrement. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. La Marmaille, formation furibarde, piochant son répertoire aussi bien dans le jazz, le surf, les musiques des Balkans que le rock bizarre, a ces derniers temps fait peau neuve. Après 10 ans d'une première vie plutôt intense et débridée. Désormais stabilisée en sextet, 4 soufflants et soufflantes, un bassiste électrique et un batteur, la Marmaille électrique, nouvelle dénomination de cette mini-fanfare pas comme les autres, s'apprête à sortir un premier album le 18 novembre prochain, au Taquin. Un nouvel album dont on écoute illico un premier extrait, La Marmaille électrique, Look Up for Traps, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Strumming of no guitars, I can never get too high. In places where giraffes run like hate, I can never get too lonely. In bars where Lily button there's for the mother, I can never get too drunk. At the bottom of mountains, sights flow into the streams. I smile better than the Mona Lisa. I lonely, drunken green of green. In bronze was a little button dressed for another. In bronze was a little button dressed for another.
than the Mona Lisa. At the bottom of mountains, where the sights flow into the streams, I smile little than the Mona Lisa. I lonely drunken green of grief. Emerald was a little button dress of both another. Emerald was a little button dress of both another. I can never get to drown. I'm lonely, drunken, green of grief. I'm lonely, drunken, green of grief. I love you. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Issa, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou ou pardon? Toujours Joe Kangourou au micro, vous êtes sur Campus FM et c'est l'émission Caramel Mou. Première invitée du soir, elles sont trois. Claire Dabos sur ma gauche, Evelina Leitinen et Alexandra Sirotto sur ma droite. N'y voyez aucune référence politique. On est simplement là pour vous parler des 20 ans d'un collectif de musiciens toulousains, Moraison Production. 20 ans, ça compte dans la vie d'artiste, surtout que Freddy Moraison innovait un peu à Toulouse au moment où ce collectif s'est monté. C'est vrai qu'il y en avait peu qui étaient en activité à Toulouse à ce moment-là. Claire Dabros qui va faire figure quasiment d'ancêtre lorsqu'on parle de Moraison Production, qui est quasiment depuis le début, si je me souviens bien, vous avez dû arriver 1 ou 2 ans après que Sophie Bernard ait monté ce collectif. C'est vrai que c'était quelque chose de rare, un collectif de musiciens à Toulouse à cette époque. À Toulouse, effectivement, j'ai pas souvenir qu'il y en ait d'autres dans ce style-là, avec cette structuration en commun, cette envie de faire des choses ensemble. J'ai pas souvenir, en tout cas, dans ce type de musique. Voilà, il y avait des groupes, il y avait la compagnie Messieurs Mesdames de Didier Labbé d'un côté, il y avait tout ce qui traînait autour de musical déjà, Oui. mais il n'y avait pas de collectif constitué comme Moraison. Dans quelles conditions c'est monté ce collectif, Claire ? Effectivement, c'est autour de... Tu parlais de Sophie Bernard tout à l'heure, c'est vraiment autour de la rencontre de Sophie Bernard avec cette bande de musiciens, et notamment de Marc Demroux. Et c'était au moment où la friture était vraiment en pleine effervescence, faisait ses premiers pas sur le bitume à Toulouse. Donc voilà, ça a permis vraiment de lancer cette dynamique. Un collectif qui s'est créé pour accompagner les compositions de Marc Desmureaux. C'était le Tigre des Platanes dans un deuxième temps et c'était la friture moderne dans un premier temps. Voilà, au tout départ, c'était vraiment effectivement une relation autour du conte d'un côté et de la musique par l'intermédiaire de Marc Demroux de l'autre. Mais assez vite, la friture moderne a fait ses bébés. On a retrouvé le Tigre des Platanes, on a retrouvé ensuite plus tard Cannibal et Vainé, on a retrouvé pas mal de choses. Et de plus en plus, les musiciens de la friture se sont émancipés de cette formation et ont monté aussi leurs propres projets. On retrouve encore aujourd'hui des musiciens comme Sébastien Sirotto, Fabien Duscombe, qui sont dans d'autres projets qui n'ont plus forcément qui n'ont plus de lien ni avec Marc, ni avec ses projets d'origine, mais qui sont toujours là, hyper actifs dans le collectif tel qu'il est aujourd'hui. Même si, on retrouve aussi Marc. Moi, ce que j'aime bien au bout de 20 ans, c'est qu'il y a vraiment un renouvellement et une cohabitation de ces générations, de plein d'esthétiques, puisque les choses aussi se sont énormément diversifiées en 20 ans. Donc on retrouve pas mal de figures de ce temps-là de la friture et pas mal de nouvelles générations, de nouvelles esthétiques. Donc ça, je trouve que ça montre qu'on est toujours vivant. Voilà, donc on va parler un peu de tout ça dans les 20 minutes qui arrivent, mais on va écouter tout de suite. On en parlait il y a 3 secondes, la friture moderne. Friture moderne, premier album paru en 2006. Et on en écoute tout de suite un extrait de ce premier album. Le morceau, c'est Le Rut. Et vous allez comprendre très vite pourquoi.
Ah ah! Il y a un départ un peu aléatoire. C'est parti. Voilà, la friture moderne, une des premières formations du collectif Freddy Moraison Production. On en parlera aussi dans un petit moment, puisqu'au fur et à mesure, Freddy Moraison a été obligé de produire des disques, ce qui n'était peut-être pas l'idée de départ. Actuellement, Claire, et on discutera après avec vos acolytes, Freddy Moraison, c'est quoi? C'est combien
de musiciens, combien de groupes, combien de personnes qui font tourner la boutique, parce que c'est quand même une grosse boutique. Oui, c'est une grosse boutique, il y a une énorme effervescence autour de ce collectif. Après, c'est quand même porté par une famille de musiciens, on va dire une dizaine, grosso modo, où on retrouve les anciens, entre guillemets, avec Marc Demro, Fabien Duscombs, et les moins anciens avec Sébastien Sirotto, Robin Finker, et les encore moins anciens avec des musiciens comme Andy ou Betty Ovette. Voilà, donc on va dire une dizaine de musiciens. En tout, je ne sais plus si on est à 30, 40, 50 groupes, mais voilà, sur lequel on va vraiment porter et focaliser les choses sur une dizaine, douzaine de répertoires tous les ans à faire tourner. Enfin, c'est quand même une sacrée maison, quoi, ça c'est sûr. Alexandra, ça fonctionne comment cette boîte? On le disait, c'est un collectif d'artistes. Est-ce que les musiciens ont une place prépondérante dans la façon de gérer le catalogue, de gérer les projets, de s'impliquer un peu dans la gestion de la structure ou pas du tout? Si, exactement. C'est tout le principe du collectif, c'est que du coup, on travaille en collaboration avec l'équipe du bureau, parce que du coup, tu as demandé à Claire, donc nous sommes 6 à travailler au bureau, donc au niveau administration, production, diffusion, communication. Et donc, on travaille vraiment main dans la main avec ces directeurs, directrices artistiques. Et ça se traduit par des réunions, on va dire, hebdomadaires ou près tous les 15 jours avec les porteurs de projets pour des discussions de diffusion, de production. Et ensuite, on fait des réunions de collectif, voilà, qu'on essaye de maintenir une par trimestre à peu près, ou voilà, pour avoir le plus grand nombre de musiciens, de discuter des projets de l'année, des créations qui vont être soutenues, des événements qu'on porte. Et puis, on fait depuis 2 ans maintenant un séminaire, l'hiver, séminaire Freddy Moraison, où on se rassemble, équipe artistique et musiciens-musiciennes. Pour faire de la cohésion d'équipe. Exactement. Vous faites du saut à l'élastique, du parachute. De la piscine au mois de février à 0 degré. Oh, c'est formidable. Voilà, on fait du team building. On fait 2 jours de discussion. Donc, on discute de diffusion, de label, du collectif, de gouvernance. Et le soir, team building. Donc, voilà. Ouais. Et du coup, on fait la fête et ils font de la musique. Et quand vous dites qu'on discute aussi les projets à venir, est-ce que ils sont aussi impliqués dans tout le pan culturel que vous faites, des actions culturelles que vous faites vers les écoles, vers des centres sociaux tels que vous pouvez les faire assez régulièrement? Est-ce que ils sont aussi impliqués dans le départ de ces projets-là, ou c'est une nécessité pour vivre de monter ces actions-là, et ça vient plutôt du bureau qui le propose aussi, qui le propose ensuite à des groupes pour voir s'ils peuvent être intéressés par ce style d'action? Alors moi je dirais qu'ils sont impliqués parce que du coup le collectif Freddy Moraison, il y a aussi un grand axe de travail qu'on fait, c'est les projets de territoire. Donc arriver sur un territoire, une ville, voilà, et du coup développer des tas d'actions de diffusion, de rencontres avec le public à l'école, à la crèche, voilà, à la prison, partout. Donc ça, nos musiciennes sont très demandeurs et très friands de ce genre d'action. Donc ça se construit vraiment ensemble. Après, on a aussi des appels à projets auxquels on répond. Et là, du coup, la demande peut plutôt venir du bureau, dire voilà, il y a cet appel à projet avec, je sais pas moi, la prison, l'hôpital ou je ne sais quoi. Est-ce que quelqu'un a envie de faire quelque chose, de proposer On part du principe que quand même la proposition artistique et l'envie doivent venir d'eux, parce que si c'est nous qui menons le projet, voilà, ça sert à rien. Donc vraiment, ça vient d'eux et on accompagne. Claire Dabos, une nécessité de passer aussi pour un collectif de musiciens et une structure comme la vôtre, par des actions culturelles comme ça, vers des écoles, vers des prisons, vers des hôpitaux. C'est une nécessité aussi économique et c'est un passage obligé. C'est vrai qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années, c'était des choses que l'on voyait peu, ces propositions à des artistes de rentrer un peu dans ce style d'institution, et maintenant ça a l'air d'être un passage obligé pour pouvoir aussi continuer à faire vivre des musiciens. Effectivement, si on veut vraiment développer les choses dans un contexte vraiment financé, subventionné par des institutions comme la DRAC ou la région, ça fait partie des critères et des cases à cocher, on va dire,
d'être acteur dans ce type de dispositif. Après, il est clair que les quelques fois où on l'a vraiment fait, où ça, comme l'a dit Alex, quand ça vient du bureau, par obligation, parce qu'on doit remplir telle case, ça n'a jamais fonctionné, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment essayer de faire coïncider, et nous, notre point de vue du bureau, en termes de structuration, d'obligation, on va dire, vis-à-vis de nos subventionneurs, et eux, leurs capacités, leurs envies. Et voilà, quand ça match, c'est vraiment super, quoi. Et quand ça match moins, c'est drôle ni pour nous ni pour eux. On n'en a pas parlé depuis le début de cet entretien. La ligne éditoriale de Freddy Moraison, c'est laquelle? Les esthétiques choisies sont fondées sur quoi? J'aime bien tes questions à chaque fois. C'est bien. Il y a des formules comme ça. J'aime bien le comique de répétition. Non, il y a quand même un point commun dans tous ces projets. C'est vrai que quand on regarde le catalogue, on va vraiment de la musique improvisée très libre de Christine Wondraschka, à du blues, de la pop, de la musique éthiopienne, du jazz improvisé. Il y a plein de choses, mais il y a quand même un point commun où ils aiment vraiment tous s'appuyer sur une référence, sur quelque chose qui leur tient à cœur dans leur propre lecture de l'histoire de la musique, et sur lequel ils vont réfléchir, travailler et retranscrire ça par leur personnalité, leur individualité, leur propre langage. Donc c'est vraiment ça, ce point commun. La relation à l'improvisation, et s'appuyer sur un son, une esthétique, mais en la retravaillant. Il y a toujours un enjeu de créativité, de renouvellement, de faire quelque chose de contemporain, dans le sens noble du terme, avec tous. C'est vraiment ce qui les lie. Au niveau des projets et de la façon dont les musiciens s'assemblent pour monter des nouveaux projets et des nouveaux groupes, comment ça se passe? Par exemple, il y a pas très longtemps, est sorti chez Moraison Productions, a émergé petit à petit un projet qui s'appelle Mortel Randonnée, donc qui voit l'assemblage d'un certain nombre de musiciens de ce collectif autour d'un projet de chansons sur des compositions de Carla Bley. Comment ça se monte, un tel projet, Alexandra Sirotto? Genre la création de Mortel Randonnée. Ouais. Eh ben... Et je suppose que ça doit être la même chose pour d'autres créations comme ça qui ont impliqué plein de musiciens de Moraison autour de projets comme ça. Il y a une petite règle, on peut dire, c'est que du coup, pour être un projet du collectif Freddy Moraison, il faut faire un petit peu avec les musiciens du collectif Freddy Moraison. Oui, ça paraît correct comme voilà, postulat de départ. Ça paraît correct. Après, voilà, ça n'empêche pas de vouloir aller à piocher un petit peu à côté, mais oui, il y a un petit peu cette règle-là. Donc Sébastien, donc Sirotos, donc c'est lui qui porte le projet Mortel Randonnée. Travailler du coup avec Benjamin Glibert sur le duo Sweetest Choice et dans Aquaserre, j'avais très envie de continuer de travailler avec lui. Il y avait Andy qui venait d'arriver depuis pas très longtemps chez Freddy Moraison. Donc Andy Lévesque. Andy Lévesque, pardon, Mr. Bishop. Et Sébastien avait commencé à travailler avec lui dans la compagnie Mère Versible, qui est maintenant le Grand Silence, qui est chez nous. Donc il avait aussi envie d'inviter Andy. Et puis il y avait Clem Thomas, pareil, qui était dans Mère Versible et qu'il a rencontré, qu'il a aussi ramené. Donc voilà, il y avait un petit peu cette règle de faire avec les musiciens qui sont dans le collectif ou qui gravitent autour. Voilà. Un petit peu. Et l'idée du répertoire, c'est porté par Sébastien qui portait le projet? Ouais, Sébastien est un très grand fan de Carla Bley. Et ça fait très longtemps qu'il parle de faire une création autour de la musique de Carla Bley. Et puis voilà, il s'est lancé. Il en a parlé à ces 4 musiciens que j'ai cités avant. Donc Benjamin connaissait bien Carla Bley. Andy connaissait comme ça, mais pas vraiment la musique, et Clem pas vraiment non plus. Et en fait, ils ont plongé dedans et ils ont tous les 4 adoré l'univers. Et puis voilà, ils sont partis et ils ont fait quelque chose de jazz, rock. Ça part un peu dans tous les sens, un peu pop. Chacun y met sa patte et c'est un super projet. Et c'est vrai que du coup, on a découvert une facette de Carla Bley qui est finalement peu connue, sa composition de chansons. Et ce projet-là, c'est d'abord focalisé sur ses chansons à elle. Et on va en écouter une tout de suite, la chanson de l'oiseau drôle, donc par Mortel Randonnée.
Permettez-moi de décrire ces oiseaux. Pourquoi leur donner des ailes? Et s'ils voulaient qu'ils soient décrits, qui regardent leurs ailes. Il n'était pas prévu que j'ai des ailes, et en échange de ces ailes, j'ai promis à Dieu de ne jamais le décrire. À mon tour, c'est un drôle d'oiseau avec des nids de plumes, fatigué de chercher à savoir. Mais je suis aussi un drôle d'oiseau, et j'aime beaucoup affluer, et j'aime beaucoup affluer. Jean-Pierre Lérac, on le sait à peu près tous, au moins autour de cette table. Vous passez votre temps à écouter de la musique, à en programmer, à en parler. Les souvenirs que vous avez de l'arrivée de ce collectif Moraison Production à Toulouse, c'est quelque chose que vous avez vu arriver et qui a changé les choses. On parlait tout à l'heure du collectif comme un des premiers collectifs à Toulouse. C'est vrai que quand même, on a oublié le complot ultra frêle, le CUF, autre collectif quand même majeur avec jazz punk collectif de la scène jazz toulousaine qui avait quand même le CUF un peu chamboulé les us et coutumes de cette scène locale dans les années 90. Qui a fait que 2 concerts, mais on en parle encore. On en parle encore, dont un à Luz. Voilà. Donc, enfin, quelques-uns au taquin quand même, faut pas rigoler. Je pense au Mandala. Oui. Puisque à l'époque ça s'appelait le Mandala. Donc comment avez-vous arrivé En fait, c'est un peu lorsqu'on s'occupe d'un festival ou d'une association, on regarde ce qui se passe. Et en fait, c'est vrai que c'est par la fanfare de la friture. La friture est arrivée et ça a été quand même un petit événement sur Toulouse. Et donc quand même, c'est un peu notre travail de regarder un peu ce qui se passe. Et c'est vrai que la friture a déclenché un univers. C'est vrai que Marc Desmoreaux, et à partir de là, j'ai continué à suivre tout ce qui s'est fait après. Sophie Bernard, à ce moment-là, était le monteur de Frédéric. Et donc, pour nous, ça a été précieux, parce que finalement, à partir de la friture, on a suivi tout d'abord les projets de Marc Desmoreaux, qui est quand même un peu la locomotive au départ, avec le Tigre et tous ces projets. Et après, comme dit Claire, il y a eu d'autres petites locomotives qui ont suivi. Et en fait, ça a été un continu, et pour nous, ça a été précieux, parce qu'il y a toujours, c'est une mine, quoi. Et encore, on va chercher des projets de Freddy. Après, moi, je crois que c'est aussi quelque chose de complémentaire pour nous, parce que je crois que, je veux parler à leur place, mais c'est vrai qu'on travaille un petit peu ensemble d'une certaine manière, parce que après, c'est vrai que d'aller au festival de Luz ou alors au Pavé, c'était aussi pour les groupes un moment de se confronter au public. On prévoyait les choses, on continue d'ailleurs à prévoir les choses et à les travailler ensemble. D'une certaine manière, on est dans la même aventure, quoi. Mmh. Evelina Lehtinen, vous êtes une des dernières à arriver au sein de cette structure. Comment s'est passée un peu l'arrivée dans cette structure qui est quand même établie donc depuis une vingtaine d'années, avec des personnalités plutôt fortes? Comment s'est passée votre intégration dans ce collectif-là? Alors, oui, je suis
une des dernières arrivées, mais ça date déjà un peu, 6 ans et demi en fait. Et je suis arrivée en tout simplement un jeune service civique, assistante communication, dans le graphisme également, parce que à l'époque, on cherchait un peu ce que j'avais compris, on cherchait aussi un peu renouveler l'image, un peu renforcer le côté visuel du collectif, des projets, tout ça. Donc moi étant illustratrice de base, j'ai amené ça et voilà, j'ai commencé à apprendre tout ce qui est le travail de communication un peu sur le tas avec la chargée de communication de l'époque Marion. Et je sais pas, ça a été très très naturel. Je sais pas, je me sentais très bien. Je sais pas quoi dire. J'étais quelqu'un, je connaissais pas en fait toutes ces musiques que représente le collectif, notamment musique improvisée. J'étais novice complète. Mais il y avait quelque chose que j'ai eu des coups de cœur, même si j'étais très très surprise. Voilà, j'ai dit ah là là, il y a vraiment des choses. Waouh, mon oreille n'a pas l'habitude de ça, mais et voilà. Donc c'est pour ça que je suis là depuis un moment. Avec une évolution graphique qui effectivement est aussi assez rigolote à regarder pour Freddy. Pendant très longtemps, ça a été Bonnefitte qui faisait les illustrations, et puis on est passé à des formes un peu moins stylisées que ce que pouvait faire Bonnefitte au départ, et puis on arrive à un petit bonhomme représentant Monsieur Moraison, comme on l'appelait au départ, qui devient nettement plus pop maintenant, avec l'affiche de ses 20 ans qui est carrément très colorée, très pop, ça avec des couleurs qui pètent, et cette figure de Monsieur Moraison qui ressemble à une cagoule. Si on le raconte vite, l'expérience avec Bonnefitte, ça a été aussi quelque chose d'important au départ pour Freddy Moraison. Oui, je pense que c'est vraiment lui qui au départ nous a donné vraiment le goût de travailler le lien à l'image. Je veux dire, les premières pochettes du label ont été faites par lui. Pas mal de nos affiches de l'époque ont été faites par lui. Le logo au départ, le singe qui porte cravate, c'est lui. Voilà, après ça a été vraiment une histoire qui était aussi liée avec la friture, le tigre, avec certains projets qu'on a pu accomplir, les prémices de tout notre volet d'action en territoire, où on a fait des choses aussi sur le territoire avec lui, aussi acteur, avec les musiciens sur scène. Mais voilà, je pense que c'était une époque, et maintenant cette époque a évolué. Et l'arrivée d'Evelina, moi ce que j'adore, c'est qu'on retrouve toujours ce singe. Il porte plus cravate dans ce que fait Evelina, mais voilà, il est toujours là, il y a cette singularité. Et en même temps, il y a vraiment la patte d'Evelina qui représente aussi notre diversité, notre renouvellement. Moi, je trouve ça super. Oui, on n'a pas voulu non plus casser et commencer quelque chose de complètement nouveau. C'est une histoire qui continue, ça évolue, et moi, ça m'inspire beaucoup. Toujours ce personnage qui est si mystérieux, qu'on entend tout le temps les questions. Mais qui est Freddy ? C'est qui Monsieur Moraison ? Et bien voilà, c'est plein de choses, et voilà, donc c'est pour ça que je continue à le représenter de manière un peu différente. Chaque fois, on peut voir aussi sur les affiches Freddy taquine, voilà, ce change. Il y a une super série de singes qui arrive sur la communication de Freddy taquine cette année. Tenez-vous prêts. On va presque faire une collection façon vignette Panini. Moi, j'ai entendu dire une fois que Monsieur Moraison, c'était un trompettiste, mais je crois que la personne qui disait ça avait passé une nuit à boire et pas que de l'eau. Freddy Moraison donc fête ses 20 ans, le 20e anniversaire, c'est parti. Vous pourrez même dire que vous aurez été le dernier collectif à jouer à l'écluse Saint-Pierre, puisque depuis votre concert du 10 septembre qui marquait le début des festivités pour ces 20 ans de Freddy Moraison, l'écluse Saint-Pierre a été obligée de fermer. C'est sans doute la première mauvaise nouvelle
de la rentrée, la fermeture de ce lieu qui avait ouvert il y a à peine 6 mois, des problèmes sonores qui ont fait que la mairie et l'Écluse ont décidé de fermer le lieu en attendant de voir s'il y avait des améliorations qui pouvaient être apportées à ces problèmes phoniques. Donc le 10 septembre, vous étiez à l'Écluse avec... j'allais dire un travail du collectif pour le coup. Il y avait beaucoup de musiciens de Freddy Moraison qui étaient sur scène pour ce grand silence, et puis ces festivités continuent avec le 2 octobre, c'est-à-dire dimanche, un Freddy Taquine comme vous en faites régulièrement tous les premiers dimanches du mois au Taquin. Elvina, vous pouvez en dire 2-3 mots sur ces festivités qui arrivent. Donc il va y avoir le 2 octobre au Taquin, le 8 octobre à Mazères, le 14 au Théâtre Garonne, et ça se terminera le 15 et 16 octobre avec 2 concerts au Ring. Oui, du coup, voilà, on a voulu voir cette programmation qui s'étale un peu dans le temps, et surtout dans des lieux différents toulousains qui nous sont proches, notamment du coup là au Taquin, donc pour l'ouverture de 5e saison de Freddy Taquine. Donc ça s'est inclus assez naturellement dans la programmation des 20 ans. Donc Freddy Taquine, c'est un rendez-vous mensuel, donc tous les premiers dimanches du mois au Taquin. C'était à l'initiative des musiciens et l'envie du Taquin aussi, avoir un rendez-vous avec quelque chose de très ouvert, avoir un espèce de temps de laboratoire, de rencontre, plutôt que juste une programmation classique. Donc on a pu voir des choses assez surprenantes, variées, improvisées. Et ça va être aussi le cas dimanche prochain, en rappelant que c'est un créneau quand même un peu particulier, le dimanche en fin d'après-midi. Voilà, 16h30, et là on va avoir du coup deux concerts, donc un solo de Marc Maffiolo saxophone, et après Will Guthrie et Ensemble Nisna. Donc on va avoir 10 musiciens, un gamelan. L'ensemble Nisna, Joanne du gamelan, dans cette espèce d'instrument assez infernal, composé de plein de percussions, et qui est surtout joué en Indonésie. Voilà, tout à fait. Donc on a hâte de découvrir et faire découvrir ça. Et ensuite, donc week-end après, donc ça va pas s'arrêter. Les trois prochains week-ends, on va enchaîner. Donc samedi prochain, on va se retrouver à Mazères-sur-Salatte. Donc ça va être une 2e édition des Échappées de la Chapelle. Donc une journée de festival qu'on a organisée l'année dernière la première fois. Et donc c'est là pour le coup c'est complètement gratuit, ça mérite d'être dit aussi. De 15h à 23h, on aura des concerts, des spectacles, aussi performances graphiques, des choses très intimistes. Également, on va retrouver Le Grand Silence qu'ils ont joué à Saint-Pierre. Voilà. Et donc toute une journée de festival à la campagne sur un magnifique site colline avec une chapelle Sainte Matrone qui est une chapelle désacralisée. Donc il y a des choses qui se passeront à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Il y aura la restauration, vin chaud, des huîtres également, le soleil a priori. Ouais, a priori. Ça sera la semaine prochaine donc à Mazères, et puis la semaine d'après c'est tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Ça commence au Garonne, ça se termine au Ring. Effectivement, vous le disiez, partenaire assez régulier des productions de Freddy Moraison. Le Ring, je me souviens y avoir vu Andy Lévesque il n'y a pas très longtemps. Là, on va y voir quoi ? Bon, d'abord, vendredi 14 octobre, ça va être au Théâtre Garonne. Donc, on va y retrouver ensemble Freddy Moraison, ensemble FM, qui vont interpréter INSI de Terry Riley. Ils avaient fait ça au Jazz à Luz, du coup, en 2015, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc là, ça va être revoir ça. Oui, puisque INSI, c'est donc un morceau des années 50 de la musique minimaliste américaine, dite classique. C'est vrai que c'est une partition que l'on a peu l'habitude d'entendre jouer. L'ensemble FM, Claire Dabos, vous nous en dites deux mots ?
Ouais, c'est vraiment pour le coup là le fruit d'un partenariat avec Jazzalus, puisque Jean-Pierre est là, j'en profite encore pour le remercier de nous accompagner toutes ces années. Mais voilà, c'était une envie de Christine Vodrachka, elle avait envie de s'attaquer à ce répertoire. Donc la pianiste. La pianiste avec qui on travaille aussi chez Freddy Moraison. Donc elle a réuni sous sa direction une quinzaine de musiciens du collectif et ils se sont attaqués à cette pièce de Terry Riley qui effectivement est assez emblématique et... Voilà, donc là, et peut jouer. Et là, depuis 2 ans, c'est tombé dans le domaine public apparemment. Il y a un truc comme ça. Du coup, ça c'est vraiment. Et on retrouve des versions d'Incy. Je sais que Erwan Keravec le fait en cornemuse. Il y a des gamelans qui ont fait la pièce. Enfin, il y a plein de versions qui fleurissent là depuis 2-3 ans. Il y avait des percussionnistes maliens aussi qui en avaient fait une version il y a 2-3 ans. Mais c'est vrai que moi je suis super contente de ce choix de répertoire parce que ça résonne aussi vraiment avec les projets de Freddy où il y a à la fois ce rapport à la musique contemporaine, ce rapport à l'improvisation, il y a à la fois une liberté puisque chaque musicien est libre d'interpréter à son rythme comme bon lui semble la série de... C'est une série de 50 petites suites de notes. Donc chacun en fait ce qu'il veut et en même temps, le rapport à la composition, à la musique contemporaine, je pense que c'est un bon résumé aussi de ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà, ça se passera le vendredi 14 octobre au Théâtre Garonne. Et puis cet anniversaire des 20 ans de Freddy Moraison se terminera le 15 et le 16 au Ring avec... C'est la fête. C'est la fête. Tout simplement. Samedi, ça va être assez dense. Il y aura, pareil, des choses assez différentes, des spectacles. Et notamment, on va retrouver le répertoire de friture moderne. Donc, luxuriant décombre. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'ils sont en train de le finir. J'avais appelé Marc Demro, j'avais demandé alors moi je connais pas ça, moi j'ai pas entendu ça. Il a dit ça c'est un répertoire qui a été pas beaucoup joué. Et très beau. Voilà. C'est une jolie définition. Mais ils répètent la semaine prochaine. Tout à fait. Ils seront en résidence au Ring quelques jours. Et dimanche, on va notre groupe du coup emblématique qu'on a également évoqué, le Tigre des Platanes. On va retrouver dimanche. Voilà. Avec une tombola musicale juste avant. Et ça, j'invite les gens à venir parce que c'est toujours très rigolo quand Freddy se prête à ce jeu-là. Bon, ben voilà, c'est donc les 20 ans de Freddy Moraison, un collectif qui nous tient un peu à cœur dans cette émission et que l'on suit quand même depuis quelques temps avec des musiciens que l'on prend plaisir à retrouver assez régulièrement. Et puis on va se quitter avec la 30e référence de vos disques, puisque Freddy Moraison, même si c'était pas prévu au départ, produit de la musique et produit des disques. Comment vous en êtes arrivé à être obligé de produire des disques? Parce que les labels n'en voulaient pas? Les autres labels n'en voulaient pas? Il y a tellement de prolifération de projets chez Freddy, etc. Et effectivement, il y a une époque où le milieu du disque s'est un peu resserré. Donc on s'est dit, tant pis, on le fait nous-mêmes. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que ça donne une autonomie et du support et de la ligne graphique, etc. Donc on a commencé au début, il y en avait un tous les 2 ans, et puis un tous les ans, et puis 2 par an. Et là, ça s'accélère. Et effectivement, on arrive à 30. Donc on est plutôt content. On réfléchit à développer ça un peu plus. Voilà, après c'est le fond du cœur du projet de Freddy, du collectif, c'est d'amener les artistes sur scène dans vraiment la musique live. Donc le label, pour nous c'était plus un outil, mais voilà, c'est chouette de pouvoir aller jusqu'au bout du processus. Donc je le disais, la 30e référence de Freddy Moraison, production et producteur de disques, ça sera le 2e album de Reverse Winchester, un duo, Mike Ladd à la voix, Mathieu Souriceau à la guitare. Mathieu Souriceau, un ancien de Freddy Moraison que l'on a retrouvé dans la friture moderne, dans le Tigre des Platanes, en duo avec Étienne Choissier. Maintenant c'est un trio avec Bakias, et puis également avec Facteur Sauvage. Donc
vraiment un ancien du collectif et qui, il y a 2-3 ans, a monté dans ce nouveau duo avec Mike Ladd, un slammer, et dont lui à la guitare, Rivers Winchester, une musique tient pour les grands espaces pour le coup. Et on en écoute tout de suite un extrait. L'album sort dans pas très longtemps, c'est ça ? Le 7 octobre. Et bien voilà, donc c'est presque une primeur. Blade Runner, Rivers Winchester, merci d'être venu nous parler de cet anniversaire. Merci. 50 million suckers crawl our hands and knees to worship and believe in ATMs and psychic friends networks working that surround us. As we do Babylon by bus, straight to bikers, run by guns with cops that used to be Nazi bikers. Unemployed writers type of eulogies for freedom fighters gone Republican. Who was rubbing them brain cells with psychedelic seashells and Nazi sandpaper. It was George jumping out of bushes in the 70s, finding remedies for incisions with cuckoo Kool-Aid and gun smoke on live vision with no lie. Bye bye, Miss American Pie. Hello, multinational pound cake pounding in my cranium, engraving in my skull. Submit. I bite the bit and go buck wild. Sleeping dogs don't lie, smile, no, always sleeping. CIB, Blade Runner Steve, that's you and me. Stuck in monopolies. CIB, Blade Runner Steve, that's you and me. Stuck in monopolies. We be Nexus 6s, sipping elixirs of throw down juice, hold down cruiser, pistol hicks can't exist in this reality. That's why they retaliatory like peons like Leon. My mother, I'll tell you about my mother. While she shooting up Freon, getting lit like neon lights, light up corpses and GE forces, work horses in the dead. Nobody gets upset with this. Too many wire connects from heads to TV sets. Fuck a floating car, we got too many jets in this hemisphere. CIB, Blade Runner Steve, that's you and me. Stuck in monopolies. CIB, Blade Runner Steve, that's you and me. Stuck in monopolies. Ain't no more nations like the US and Mexico. Only Texaco warlords and chairmans of boards battling now with notepads and massive amounts of cash. Many human beings don't add up to spill gas. But gas catch fire. If you never been employed, then you can never retire. And we aspire and despise capital. Blood clots think we dunking. It's just rim shots. Neither BET or Quincy could save me. One decadent Judge Dredd playing these cards. Shards of humanity still exist in off-world chicks with silly contents. Whose motherfucking future is this? CIB, Blade Runner Steve, that's you and me. Stuck in monopolies. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Kenza Morlae, Hugo Collin, bonsoir. Bonsoir. Donc on va changer un peu de génération. Tiens, pour le coup, on vient de fêter les 20 ans de Moraison Production. Là, on va fêter les 2 ans les 2 ans de festival, le Donkey Stock, deuxième édition dans une dizaine de jours. D'abord, on va régler tout de suite un problème. Ça se trouve où exactement, cette ferme spécialisée dans les ânes et qui se trouve à Thil? Alors, du coup, ça se trouve à Thil, à l'asinerie dans Manaou. Donc, c'est un lieu, une asinerie, en fait, c'est un lieu où il y a des ânes. Et on travaille avec les ânes à la base à cet endroit-là. Et c'est à 30 bornes au nord de Toulouse. Bon, une grande ville pour qu'on se repère à côté? Montaigu-sur-Save. Voilà, très bien. Allez, et puis vous regardez Google Maps et vous arriverez à trouver donc les 6, 7 et 8 octobre, deuxième édition de ce festival. Collin, un festival qui a été monté par qui, pourquoi et pourquoi aussi loin de Toulouse? Le lieu, c'était parce que ça dépend de Kenza qui est là aussi, parce qu'elle bosse souvent là-bas, l'asinerie et tout, donc pour nous c'était facile d'occuper cet espace et puis d'avoir un peu de ressources pour avoir un espace bien occupé pour pouvoir faire une belle scène, une buvette et tout quoi. Et donc c'est surtout pour ça que ça s'est passé là-bas. Et après, pourquoi l'autre question, c'était pourquoi faire ce festival?
Bon, ça, moi, j'étais pas dans la toute première équipe d'organisation de l'année d'avant, mais en fait, c'est quelque chose qui s'est fait très très vite, qui est parti de l'idée d'un ami musicien à nous qui avait commencé à vouloir faire ça. C'était aussi à une époque où il n'y avait pas grand-chose et tout, Covid explique machin et tout, quoi. Et donc a voulu monter ce festival, au final, il se fait un peu déborder et tout, et puis il y a trois personnes, dont Kenza, qui ont repris un peu le flambeau, mais très très peu de temps avant, quoi. Elle en parlera mieux que moi après, quoi. Et elle va nous le dire tout de suite, un peu les raisons de monter un festival avec des formations que l'on a quand même aussi l'habitude de voir jouer sur Toulouse. Pourquoi les amener là-bas ? Alors, plus précisément, je suis présidente de l'association de l'Azinerie dans Manaou. Et j'ai grandi là-bas, en fait, c'est mon ancienne maison, c'est chez ma maman. Donc un lieu facile à avoir déjà dans un premier temps, pas si loin que ça de Toulouse, c'est 30 km, avec pas de voisins à déranger éventuellement aussi, il n'y a que les ânes. Et puis pourquoi ? Parce que en fait on attendait ce festival avec impatience que notre ami avait prévu d'organiser, et quand il m'a annoncé qu'il pouvait pas, j'étais avec Ludo et Louken qui font partie de l'orga, et j'ai dit ça vous dit on fait quelque chose. On était partis sur une petite fête entre amis. Et au fur et à mesure, c'est devenu un festival. Et là, on s'est retrouvés à organiser un festival en juin pour le mois de septembre. Avec une programmation qui s'est construite comment ? On a un réseau d'amis musiciens, musiciennes à Toulouse. Et voilà comment ça s'est construit. En fait, on a contacté nos amis, on a dit est-ce que ça vous dit de jouer ? Est-ce que vous avez des groupes à proposer ? Et voilà. Et on s'est retrouvé l'année dernière avec un festival avec des esthétiques qui tournaient beaucoup autour des musiques impro, de groupes qui faisaient beaucoup de bruit, avec un son très très fort, avec cette espèce de jazz qu'on a vu aussi éclore à Toulouse, enfin de jazz, de musique qu'on a vu éclore à Toulouse, qui mélange du jazz progressif, mais aussi cette volonté effectivement de monter les amplis, et ce qui donne un peu la direction de ce festival, avec peut-être un peu d'électronique cette année, un peu plus d'électronique. Ouais, alors la direction que tu dis, c'était à peu près ça. Après, nous, on essaye... on a une programmation qui, au niveau esthétique, c'est un peu ambigu, mais on n'est pas non plus un festival de jazz ou un festival de musique expérimentale. Il y a quand même, au niveau de l'énergie que ça dégage et du public, on essaye un petit peu de viser aussi. Ça reste quelque chose qui tend plus vers les musiques actuelles, quoi. Dans les trucs un peu rock, pop et tout. Mais à l'intérieur de ça, c'est souvent des groupes qui sont un peu aventureux là-dedans, quoi. Qui introduisent du bruit, qui introduisent du free, des choses un peu dissonantes, des machins comme ça et tout. Et ce que nous, on essaye un petit peu de proposer comme programmation, c'est... quelque chose qui est un peu à mi-chemin entre les musiques expérimentales et les musiques actuelles. Donc il n'y a aucun groupe qui va vraiment être... donc ça, c'est un groupe de rock type années 80 qui fait telle musique. Ça, c'est du blues rock comme ça. Il n'y a pas trop... Il y a que des groupes un peu de création qui jouent leur musique à eux et qui souvent un peu... qui est assez original et décalé par rapport à pas mal de choses. Mais on essaie de trouver cette ligne un peu entre les musiques actuelles et les musiques un peu expérimentales, un peu impro et tout. Trouver quelque chose entre ces deux-là pour proposer quelque chose d'original, quoi. Un peu entre les programmations qui peuvent se faire à Baignade Sauvage dans le Tarn ou la Poutre ou la Poutrelle quand ils arrivent à monter une édition. Ouais, carrément. Y a beaucoup de points communs. Après là, j'ai pas en tête qu'est-ce qu'ils font cette année, la Poutrelle, là. Mais ouais, carrément, c'est assez proche de la Poutre, notamment, ouais, quoi, dans l'esthétique de programmation, quoi. Un festival, Kenza, qui l'année dernière a été suivi. Il y a eu du monde qui est... C'est plutôt mitigé. Le premier soir, on a eu autour de 150 personnes en termes de public, et le deuxième, plus autour de 70, beaucoup moins. Voilà. C'est quelque chose qui permet de pouvoir tourner, d'envisager l'édition suivante sereinement ou pas du tout? On l'espère. Non, et par rapport à l'année dernière, donc ça vous a quand même permis de faire cette deuxième édition, mais c'est vrai que les conditions après économiques sont un peu dures pour remonter un festival.
C'était une première année l'année dernière. On avait fait très 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 peu de com. Et en clôturant le festival, on a conclu qu'on était prêt pour une deuxième année. Donc je pense que financièrement, on se le sentait aussi. Voilà. Comme beaucoup de festivals, avec beaucoup de bénévoles qui tournent autour de la préparation et de l'exécution d'une telle manifestation. En fait, on est 7 personnes cette année. On a commencé à bosser dessus plus tôt, en décembre, janvier. Donc on était 7 dans l'équipe d'orga, essayer à travailler sur un peu tout, essayer de récupérer un peu d'argent, à prévoir comment ça allait se passer pour la nourriture, à faire la prog, etc. Et donc ça, il y avait 7 personnes depuis janvier, et après des personnes qui tournent un peu autour, qui nous ont aidés pour plein de choses, à faire une scène, à faire quelque chose. Donc tout le monde est bénévole dans cet orga. Et là, du coup, sur les 3 jours du festival, du coup, on aura une équipe de 20 bénévoles par jour, c'est ça, je crois? C'est ça, on tourne plus autour de 25 bénévoles qui se sont proposés pour nous aider. Avec un certain nombre de groupes qui viennent cette année, 2-3 mots sur la programmation? Alors cette année, en plus des groupes de musique, déjà, on a du spectacle de rue. Dans l'orga cette année, on a un artiste de cirque, donc on a tenu à ce qu'il mette sa touche personnelle. Et puis en plus de ça, on a rajouté une soirée. L'année dernière, c'était juste le vendredi et le samedi. Là, ça commence le jeudi soir avec une soirée un peu préambule, si on peut dire ça comme ça, avec juste un spectacle et un concert pour mettre un petit avant-goût. Au niveau de la programmation, il y a beaucoup de pop. Et puis on a essayé de garder cette idée d'avoir des musiques peu communes que les gens n'ont pas l'habitude d'écouter. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à décrire aux gens la programmation quand on me le demande. On me dit quel style c'est. Et vite, je vais répondre, écoute. Avec des choses qui sont autour des musiques répétitives, autour des musiques électroniques. Vous parliez de pop, mais il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir écouter qui sont de la pop synthétique, qui tournent autour de ces genres-là. Ouais, déjà, musique répétitive, il y a un super groupe qu'on est grave content et chaud d'accueillir, que c'est Édredon Sensible, en termes de musique répétitive, ça c'est un des trucs de maintenant à Toulouse qui est super, donc eux ils appellent ça de la trance afro-hurlante, ce qu'ils font. Je trouve que c'est un chouette nom de style. Fun Funeral, c'est pas mal aussi. Et ça c'est pas mal aussi, mais bon là du coup avec un truc beaucoup plus pop, un peu dream pop, choses comme ça. Et en musique répétitive, il y a aussi quelque chose du coup qui n'a rien à voir avec le Édredon Sensible, mais qui est aussi un peu dans cette esthétique-là, c'est Amélia Tabeille. Qui du coup fait un solo de saxophone un peu en souffle continu. C'est le morceau souvent en souffle continu, c'est-à-dire qu'il s'arrête jamais de jouer, et où il construit des ambiances comme ça en faisant évoluer progressivement le son sur des morceaux assez longs, avec un côté un peu pareil onirique, un peu à la Philippe Glass ou des trucs comme ça, tout seul avec son sax. Et avec un petit côté trance qui se retrouve aussi beaucoup dans plein d'autres formations que vous avez invitées cette année. On parle de musique répétitive, il y a Ultrazouk aussi qui font une musique très répétitive. Oui, on peut retrouver le côté trans sur pas mal de musique, mais je pense que c'est le côté répétitif qui donne cette ambiance-là. Ouais, complètement. Donc voilà, c'est un festival d'Enquestoc qui finit un peu la saison des festivals dans la région. Ça se passera le 6, 7 et 8 octobre. La Naiserie, c'est comme ça qu'on dit ? L'Asinerie. L'Asinerie. J'ai beaucoup de mal aussi. J'ai du mal. Une ferme pour ânes, ça me paraît nettement plus simple. Donc il se trouve à Thiel, si je me souviens bien, dans les années 70, il y avait une communauté de musiciens qui s'était installée dans un château là-bas, et il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean Cartini qui y était. Donc Jean Cartini, Jeannot Cartini, qui a été le fondateur après du Mandala. Mais il me semble qu'il y avait une communauté de musiciens à Thiel où il y avait des musiciens de gong qui traînaient aussi par là. Vous devriez vous renseigner, mais il y a déjà eu des musiciens en communauté dans
dans ce coin-là de la Haute-Garonne. En tout cas, bon festival, donc Thil, à une trentaine de kilomètres de Toulouse, 6, 7 et 8 octobre, et l'on pourra y écouter un groupe toulousain, Loa Frida, qui a sorti quelques clips juste avant les vacances, et on va en écouter un de ces clips sortis sur le net en juin, le morceau Loa, en attendant l'arrivée d'un album qui ne devrait pas tarder. Loa Frida, donc l'on retrouve, c'est le samedi, je crois, sur le Donkey Stock Festival. Loa Frida, Loa, c'est dans Caramel Mou. Voilà, Loa Frida, que l'on pourra voir et écouter le samedi 7 octobre, donc dans le cadre de la deuxième édition du Donkey Stock qui se passera à Thil. Gaël Cérès, bonsoir. Bonsoir. Donc je le rappelle, vous êtes le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du média en ligne Médiacité, et vous avez décidé ce soir de vous occuper d'un problème qui est omniprésent depuis 2-3 ans dans l'Hexagone.
l'Hexagone, le manque de docteurs qui commence à devenir assez important, surtout en zone rurale. Et pas qu'en zone rurale. Alors désolé, on va un peu péter l'ambiance en parlant de déserts médicaux. C'est moins chouette que le Doncaster Festival. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un désert médical? Comment on le définit? Non, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de médecins autour de la zone choisie, mais le nombre, j'en sais rien. C'est ça. Bon, il y a plusieurs critères, mais le plus important, c'est le nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants. Et c'est vrai qu'on parle souvent des zones rurales un peu reculées qui en manquent de médecins. Mais bon, Toulouse n'est pas terrible non plus, faut le savoir. Et personne ne le savait, en fait, jusqu'à ce qu'on enquête depuis janvier, voire novembre, même pour les premiers prémices de cette enquête. En fait, on considère qu'une zone est en désert médical quand il y a moins de 30% de la moyenne nationale. Alors tout ça, ça fait beaucoup de chiffres un peu fouillis, mais vous allez voir, tout va se clarifier. Donc, on voulait savoir en fait combien il y avait de médecins à Toulouse. Donc on a demandé à la mairie, elle ne savait pas. On a demandé à l'agence régionale de la santé, elle ne nous a pas répondu. Et l'ordre des médecins, elle ne sait pas non plus. C'est encore pire. L'ordre des médecins, son secrétariat nous a dit qu'il n'était pas intéressé. Donc, oui, d'accord. On doit sortir le fromage. Voilà. Du coup, au lieu d'abandonner le sujet, on a pris le bottin. Doctolib, l'annuaire, tout ça, et puis on les a comptés un à un. Ça en fait quand même un paquet. Ah, vous avez de drôles de moyens. Ouais, on n'a pas Netflix, on n'a pas de sous, alors du coup on s'occupe le soir. Et du coup, c'était un peu compliqué parce qu'on a fait un énorme tableur de 5000 lignes qu'il a fallu éplucher, enlever les doublons, enlever ceux qui n'étaient pas médecins généralistes. Bref. Enlever ceux qui étaient morts. Voilà, ceux qui étaient morts, ceux qui étaient partis en retraite. Parfois, il y avait 10 bonhommes à la même adresse. Bref, c'était un travail vraiment titanesque et je remercie les deux journalistes qui s'y sont mis. Et tout ça, en fait, ça nous a donné une belle carte qu'on peut voir sur notre site avec les zones où il y a des médecins, parce qu'après, on a sectorisé ça vraiment par mini-quartier pour voir comment c'était à l'échelle de la commune, dans les communes autour, et puis plus précisément dans chaque quartier. Alors, le résultat. Donc, on a 822 médecins généralistes sur Toulouse et la première couronne. Si on considère juste Toulouse, on est à peu près à 565. Ça fait 121 médecins pour 100 000 habitants, sachant que la moyenne nationale, c'est 153. Donc patatras, on est sous la moyenne, c'est pas de bol. Pour une 4e métropole de France, c'est moins chouette. Et qui a quand même fait sa pub sur l'art de vivre et la douceur de vivre. Tant qu'on n'est pas malade, ça va. Du coup, il nous manque en fait quand même 734... non, il faudrait 734 médecins au lieu de 565, donc c'est 170 qui nous manquent. Ça fait quand même un petit paquet. Et leur répartition, elle est loin d'être uniforme. Évidemment, si vous habitez au Capitole, il n'y a pas de souci. Là, c'est 225 médecins pour 100 000 habitants. Donc voilà, c'est tranquille. Par contre, si vous êtes du côté de la Lande, Sept-Deniers, Ginestou, alors là, c'est vraiment pas terrible. 56 médecins pour 100 000 habitants. Ils ont 12 généralistes, les 20 000 l'Alandais, je ne sais pas comment on les appelle, mais donc voilà, ils doivent forcément aller chercher ailleurs. En fait, seuls 20% de la population vit dans une zone bien desservie. Le reste, c'est la galère. Et pour 58% des Toulousains, c'est carrément vraiment un désert médical. Donc c'est comme le fin fond de l'Ariège. Et ça, les gens le perçoivent, mais sans vraiment mettre un mot dessus. Tout le monde éprouve de la galère à trouver un médecin traitant, à trouver des rendez-vous, etc. Donc ça, on l'a découvert aussi en allant devant les patients. Alors le problème, c'est que ça va s'aggraver parce que les médecins généralistes toulousains sont un peu plus âgés que la moyenne nationale aussi. Et donc un tiers devrait partir à la retraite d'ici 5 ans, sauf que pas de bol, ils n'arrivent pas non plus à se faire remplacer. Il y en a un, il nous a dit que même pour 1 euro, il donnait sa clientèle, ça fait 1000 à 1500 patients, et que personne n'en voulait. Donc ces gens se retrouvent sans médecin traitant, obligés d'aller aux urgences qui sont engorgées, ou bien d'aller appeler SOS médecin qui est de plus en plus engorgé. Donc c'est un peu la galère, il faut mieux être jeune et en forme à Toulouse. C'est clairement ça, c'est un peu problématique. Alors bon, on n'a pas fait que le constat, on s'est aussi penché sur les solutions. Oui, parce que j'allais vous dire aussi, et que disent les
administrations en charge de ce problème. Et elles ne nous répondent pas. L'ARS ou la mairie. Alors la mairie nous a un peu répondu, bon, c'est pas vraiment leur préoccupation. Non, si, c'est leur préoccupation, mais la santé, c'est pas la compétence de la mairie. Donc ils font ce qu'ils peuvent, mais pour le coup, ils peuvent pas faire grand-chose. On a vu quand même des mairies faire des appels à des médecins, leur faire des ponts d'or pour venir. J'y viens, ne leur jetez pas la pierre. Alors, ce qui se fait depuis plusieurs années, c'est inciter financièrement à l'installation dans certaines zones, notamment les quartiers prioritaires. Bon, alors on n'a pas trouvé combien on leur donnait, c'est souvent des crédits d'impôt. Grosso modo, les spécialistes disent que ça sert à rien parce que les médecins, ils ne manquent pas d'argent et c'est pas du tout ça qu'ils regardent, quoi. Donc c'est moyennement efficace. Ce que font les mairies, c'est construire des maisons de santé ou des centres de santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement c'est la même chose. On met des médecins on les réunit avec des infirmiers, des podologues, enfin divers corps de santé pour qu'ils se sentent moins seuls et qu'ils mettent en commun les ressources administratives du secrétariat, etc. Parce que la profession a beaucoup évolué. Et les jeunes médecins ne veulent plus bosser 70 heures, 90 heures par semaine, passer leur dimanche à faire leur compta, etc. Ils veulent bosser à 35 heures comme tout le monde, quitte à gagner moins. Et du coup, leur donner de bonnes conditions de travail, c'est une façon de les attirer. Le problème, c'est que comme il y a une pénurie généralisée, si on attire à Toulouse, il va manquer à Blagnac, etc. Et au final, les communes se font de la concurrence comme ça, jusqu'à parfois construire des centres qui restent vides, faute de médecins. Donc, c'est pas super. Du coup, le gouvernement, là, dimanche, a sorti une proposition, créer une 4e année d'études pour faire du stage. Pour les médecins. Pour les jeunes médecins qui ne sont pas encore médecins, qui sont que étudiants, et les inciter, alors on ne sait pas trop comment, à aller dans les déserts médicaux. Sur le papier, pourquoi pas, sauf que à quel prix, qui dit stage dit encadrement. Or, d'après le principal syndicat d'étudiants en médecine, il n'y a pas assez d'encadrants pour les former. Et c'est quand même beaucoup qui manquent. Il manque 3500 encadrants. Donc, ça ne va pas être fait demain, ou même en janvier, quoi. Il y a vraiment un problème. D'ailleurs, l'autre solution que le gouvernement a mis en place, c'est supprimer le numerus clausus. Et le numerus clausus, ça a été mis en place dans les années 70 et c'était limiter le nombre d'étudiants. Alors, je ne sais plus trop pourquoi, mais à l'époque, ils considéraient qu'il y avait trop de médecins. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que ça avait donné lieu, dans ces années 70, à plein de très grosses manifestations. Je me souviens que la ministre en charge du problème s'appelait Sonia Seité, qu'elle avait eu son nom vilipendé par plein d'étudiants partout en France. Et effectivement, à ce moment-là, on disait que il y avait trop de médecins, donc il fallait les limiter. On ne s'est simplement pas rendu compte que la population, allait vieillir, et allait augmenter. Donc, gros manque d'anticipation. Bon, alors là, le gouvernement a enfin décidé de le faire. Tant mieux pour eux. Sauf que, en fait, ils ont décalé le problème. Parce qu'on n'a pas de limite d'étudiants, mais on a des limites d'encadrants. Donc, on ne peut pas ouvrir des classes sans encadrant. Donc, en fait, il est toujours un peu là, ce numerus clausus. Il est sur les profs et sur les capacité de stage, parce que l'autre problème de mettre des internes en déserts médicaux, c'est qu'ils vont pas faire leur stage en hôpitaux, et du coup l'hôpital va se retrouver à poil. Donc tout ça, c'est un peu du vent. L'autre solution que nous on a identifiée, c'est accepter que les médecins étrangers puissent exercer, et notamment les médecins non européens, dont le diplôme n'est pas reconnu. Depuis 2017, ça traîne, on ne l'a pas inventé la solution. Et en 2019, ils avaient décidé que ça allait être étudié au cas par cas, qu'il fallait envoyer des dossiers, machin. Bon, il y a 4500 dossiers qui ont été déposés. Et aujourd'hui, il y a la moitié seulement qui est traitée 2 ans après. Donc, il y a en ville, à Toulouse, par exemple, il y a des médecins colombiens qui attendent de pouvoir exercer. Alors certains exercent de façon un peu illégale ou bien sous-payée, dans de mauvaises conditions, alors que là, il y a ces gens-là plutôt compétents quand même pour la médecine au quotidien, qui attendent que ça et qui pourraient solutionner le problème. Donc là, problème administratif. Bref, conclusion, même si le numerus clausus est fini, et même si on met les 3500 encadrants qui manquent, il va falloir attendre 10 ans pour que la nouvelle génération soit formée.
Donc dans 10 ans, ça sera bon, on sera sauvé quoi. Donc voilà, il faut juste se retenir d'être malade. Pendant 10 ans. Faites des efforts, mettez des masques, je sais pas, ou arrêtez de vivre. Et dans 10 ans, tout ira bien. À l'échelle de l'humanité, ça va. Parfait, c'est formidable, comme quoi la vie n'est pas toujours si rose que ça dans la ville rose. Gaël Cérez, écoutez, on se retrouve la prochaine fois avec peut-être des nouvelles un peu plus rigolotes, quoique par les temps qui courent, ça paraît effectivement assez difficile d'en trouver. Oui, et puis c'est pas trop notre cam. C'est vrai. On aime bien critiquer, sortir les scandales un peu politiques chiants. Comme disent les chanteurs français, pour faire des chansons, c'est pas quand on est heureux qu'on peut en faire, faut qu'on soit quand même très malheureux. Merci et à bientôt en tout cas Gaël. C'est presque l'heure de se quitter. Allez, on va se quitter avec les concerts du soir et cette fois on peut le dire, c'est parti. L'été est fini, mais la saison a bien recommencé. Avec ce soir, justement, on parle de fin d'été. Ce soir, ça a commencé depuis une petite heure. Ça se passe à la maison Malepère, une guinguette éphémère installée au 116 bis route de Labège. Ce soir, cette guinguette ferme ses portes avec dernière soirée. Donc, après 4 mois de fête, avec ce soir au programme le Gimmick 5 Syndicate, une fanfare au croisement du funk, de l'afro et de l'électro, suivi d'un DJ set animé par Jaliflora, avec un set très brasiléo-tropical. Jaliflora que vous pouvez retrouver comme ça, entre parenthèses, sur Campus FM, avec une émission qu'elle anime depuis quelques années, Gramophone, un jeudi sur 2 à 21h. Concert toujours ce soir avec le trompettiste William Lodinat, alias Tani Dual, lorsqu'il joue électro. Ce soir, Tani Dual sera à 20h30 au café adjacent pour un set contemplatif entre électro, trompette, hip-hop, jazz et musique indonésienne. On en parlait tout à l'heure de la musique indonésienne avec les gamelans. Justement, il incorpore à son set électro des sonorités qu'il est allé choper du côté de l'Indonésie. Ce soir à Maison Blanche, c'est un lieu à Arnaud Bernard, on pourra écouter la Mixtura, un quartet toulousain proposant une fusion entre musique populaire afro-latine et puis rock, funk et également du jazz, ça à partir de 20h30. Ne pas oublier non plus que ce week-end, c'est les 2 derniers jours du festival Manifesto, le festival dédié à la photo qui se déroule place Saint-Pierre jusqu'à donc demain soir, avec des concerts qui sont prévus pour la clôture demain soir. Au Taquin, Atomic Ping Pong et ses compositions trans et explosives, largement influencées par les musiques des Balkans. Début du concert au Taquin à 21h. Mélisse, jeune quartet de pop toulousaine, sera lui ce soir à la Candela, amené par une jeune auteure, compositrice, guitariste qui répond au doux nom de Mélisse à partir de 20h30. À 19h30, première soirée musique fertile, nouvelle soirée proposée par le Connexion une fois par mois et consacrée à la scène locale émergente, avec ce soir Nicolas Voilé, c'est de la chanson, et puis suivi de 2 groupes de grunge et de punk, Nervicide, tendance grunge celui-là, et Novo Skelter, plutôt post-punk, concert gratuit à partir de 19h30 au Connexion Live. À l'Engrenage, 14 rue Louis Renault, ça se trouve à Balma, à la sortie du métro Balma-Gramont, soirée punk rock avec Charlie Fiasco, Medef Ina Babylone, Molly Macarel et puis Little Trick à partir de 20h. Aux Ogresses, avenue de Muret, les Pompiers, c'est du jazz trans plutôt électro à partir de 20h30. Au Bijou ce soir à 21h30, Corentin Grelier avec sa nouvelle formation, le 7 têtes. On les a vus cet été à la Cave Poésie et c'est pas mal du tout. Ce soir à la Cave Po justement, un truc qu'il faut absolument voir au moins une fois dans l'année, ça s'appelle Tentative d'épuisement du mois, et cette
ce mois-ci, ça sera la tentative d'épuisement du mois de septembre. C'est une revue de presse en forme de stand-up. C'est animé par Gaspard Chauvelot à 21h. C'est très drôle et c'est vraiment pertinent. Ce type reste 1h15 tout seul face au public en train de nous raconter l'actualité. C'est incroyable. C'est vrai. Très, très drôle. Ah ouais, c'est vraiment incroyable ce truc. Et enfin ce soir à 20h30, sortie de résidence de la formation d'Irina González, musicienne cubaine installée à Toulouse depuis une bonne quinzaine d'années. Concert gratuit, ça se passe à 20h30 à la salle Nougaro. Et puis un album est annoncé dans la foulée de la présentation de ce soir, de ce nouveau répertoire. Un album à venir qui s'appellera Tiempo, dont on écoute tout de suite un morceau, puisque par la magie d'Internet, Irina González nous a envoyé ça dans l'après-midi. Tiempo, le nom du prochain album d'Irina González, le nom de ce morceau. Et je vous rappelle qu'elle sera ce soir à la salle Nougaro à partir de 20h30. Iyo ayeya, umbayo iyeya, iyo iyeya, ayayo. Tiempo de acercarse, tiempo de hablar, tiempo de aceptar que no hay tiempo, tiempo de cambiar, tiempo de reinventar el tiempo, de abrir nuevos pensamientos que nos lleven a soñar, tiempo de soltar viejas creencias, de dejar las apariencias, mirarse con libertad. Umbayo iyeya, iyo ayeya, umbayo iyeya, iyo iyeya, ayayo. Tiempo de abrazarse, tiempo de curar, tiempo de crear otro tiempo de luz y de paz, tiempo de reinventar el tiempo, de abrir nuevos pensamientos que nos lleven a soñar, tiempo de soltar viejas creencias, de dejar las apariencias, mirarse con libertad. Umbayo iyeya, iyo ayeya, umbayo iyeya, iyo iyeya, ayayo. Oromilalade, oromilalade, ye 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 moro ifa, oromilalade, oromilalade, oromilalade.
Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Émission réécoutable sur Facebook et sur Mixcloud. Aujourd'hui, pas de Little by Little, mais à la place, à partir de 20h, la nuit des chercheurs, la nuit européenne même des chercheurs, en direct de la Cité de l'Espace. Dialogue, échange, découverte. Des scientifiques viendront au micro de Campus raconter ce qu'ils font. Donc ça, à partir de 20h, demain soir à 22h sur ces ondes campusiennes, deuxième concert à la radio de l'année, et c'est Julien Gasque en piano-voix qui s'y collera. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles. Caramel. Caramel.